Merci beaucoup encore une fois. Je vais parler de l'éthique du point de vue de l'Union européenne parce que le ECDC est une agence de l'Union européenne qui appuie les États membres dans l'orientation technique, notamment pour les maladies transmissibles. Et, et en fait, nous sommes spécifiquement pour les maladies infectieuses. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais prendre trois domaines différents dont j'aimerais parler dans les prochaines 20 minutes. Je vais parler des valeurs dont on a parlé et les principes biothétiques clés sont interprétés différemment. Les éthiques de santé publique en temps de paix par rapport à des périodes de crise et des défis des défis en éthique de santé publique pour le Centre européen de prévention des maladies. Et donc, c'est intéressant d'écouter l'orateur précédent. En fait, le terme bioéthique, il aurait fallu que je sois un plus rigoureux dans mon utilisation. Je préfère, en fait, je l'utilise de manière assez large. C'est un terme, en fait, parapluie, ou s'il vous plaît, en fait, c'est les recherches, les principes de recherche pour des éthiques qui ont été esquissés dans la déclaration d'Helsinki, dans le rapport Belmont, l'autonomie, bénéficence, non-malifiance, la justice. Ils sont assez bien connus, notamment pour ceux qui travaillent dans le domaine des recherches. Mais en fait, ces personnes ont été formées, mais on n'a pas été formés les éthiques en matière de santé publique. C'était très intéressant d'entendre ceci. Et ils cherchaient la protection individuelle plutôt que la protection du public. Mais c'est un aspect. De notre point de vue, à l'ECDC, ils ouvrent à un certain degré de interprétation en fonction de votre contexte historique, politique et culturel. Ceci peut créer des défis si vous essayez de faire en sorte que si vous donnez des conseils d'orientation et les différentes personnes peuvent interpréter différemment les choses que vous dites. En fait, il faut garder à l'esprit que les valeurs ne sont pas universelles. Nous travaillons en 34 pays, les 27 des États membres de l'UE, Liechtenstein, Iceland, un troisième pour l'espace économique européen. Donc, et les valeurs de ces une trentaine de pays sont différents. Un bon exemple de ce qui s'est produit pendant la pandémie, la fermeture des écoles. Depuis le début, on avait fait appel à la réponse de proportionnalité parce que c'est assez clair. Si vous fermez les écoles pour protéger les personnes de la COVID, il y aurait nombre d'autres applications. Donc, la proportionnalité est un principe clé que nous avons souligné. Et dans votre premier document de conseil d'orientation, que la fermeture de l'école devrait être une mesure de dernier ressort ou en dernier ressort. Et en fait, même si sur le plan épidémiologique, la première vague était sévère partout, la deuxième vague était sévère partout. Donc, la gamme des pratiques de fermeture d'école a beaucoup varié parce que les réalités politiques et culturelles variaient dans les contextes différents. Donc, les fermetures d'école ont varié et ce qu'on peut inférer, ce que les principes qui alimentaient les fermetures de l'école étaient aussi assez importants que les preuves médicales. Et je crois que ceci touche sur quelque chose qui était mentionné auparavant, la relation entre la protection des libertés individuelles par rapport à la protection du bien commun, le bien collectif. Et en fait, on le présente ces deux concepts en étant un petit peu binaires, mais en fait, il s'agit plutôt d'une forme de spectre ou une échelle où le curseur sur lequel peut se glisser. Donc, on peut, en fait, il y a un peu de glissement dans les deux sens en fonction des situations à un temps donné précis et veut ceci.
Et il y a cette de glissement dans un sens et vers l'autre pour ce qui est adapté dans le temps. On s'attendait à une forme de seuil pour imposer des restrictions, pour se libérer de ces restrictions lorsqu'il y avait glissement sur ce seuil. Mais en fait, ce qu'on a trouvé dans la plupart des cadres, il n'y a pas de seuil spécifique ou seuil spécifique fondé sur les preuves médicales. Donc, essentiellement, le processus, la prise de décision était informé par d'autres facteurs. Donc, essentiellement, ce à quoi on a dû réfléchir pendant la pandémie sur le plan pays, et c'est en fait ces questions très difficiles. Combien de morts de la pandémie est-ce que vous êtes prêt à tolérer? À juste à quel point vous êtes presque fermé les institutions, autre chose? Quels seraient les coûts? Bien sûr, quelqu'un doit payer le prix. Qui va payer le prix? Comment est-ce qu'ils vont payer le prix? Et pourquoi spécifiquement ce groupe? Et comment est-ce qu'on peut le justifier public? Et ensuite, ceci est couvert par un principe par appui ou couvre tout. C'est comment vous évaluer la valeur d'une vie sauvée par rapport au coût sociétal de sauver cette vie. Donc, bien sûr, il y avait pendant la pandémie un groupe de personnes âgées très vulnérables, mais on a limité les libertés des jeunes. Et en fait, tout ceci a varié, la réaction a varié de pays à pays. Ensuite, on vient à la question de la réciprocité, et c'est une question que j'aimerais vous poser. C'est pas une question sur laquelle on doit se coller. En fait, les jeunes ont payé, dans l'UE, ont payé un prix très fort pour les personnes vulnérables ou très âgées, notamment pour les personnes âgées, pour ensuite, en fait, le train allait dans un sens pour la jeunesse, ensuite le Covid est apparu, le train est parti dans un autre sens. Donc ceci était majeur, un bouleversement majeur. Donc la question pourrait être, d'un point de vue de la réciprocité, jusqu'à quel point que les populations vieilles qui survivent, en fait, sont en train de sacrifier leurs opportunités de vie. Jusqu'à quel point est-ce qu'ils voulaient redonner aux jeunesses pour leur protéger l'avenir des impacts de changement climatique ou l'effondrement environnemental. Est-ce que le groupe qui a été protégé doit faire quelque chose en fait en échange, en forme de donnant-donnant? Mais je serais ravi de savoir ce que vous en pensez là-dessus. Ensuite, la question de l'éthique en santé publique pendant les temps de paix par rapport à la crise en février, en mars 2020, on ne peut pas mener une analyse éthique complète lorsque vous trouvez dans une période marquée par les bouleversements et les turbulences. Et est-ce que ça veut dire que les normes éthiques vont nécessairement être moins élevées par rapport à des périodes de paix ou de non-conflit? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et le prochain cette diapositive est liée au cadre éthique pour la santé publique qui reflète de nombreux points que nous avons. La dame a partagé avec nous. C'est une société, on vient d'une société néerlandaise. On voit une maximisation de la santé de la population, justice, autonomie, minimisation des préjudices. Et en plus, ce que nous avons, ceci en phase avec ce que Lisée disait auparavant, la protection des vulnérables, solidarité, réciprocité et la confiance par rapport aux entités de santé publique. Donc c'est un cadre utile. On pourrait discuter si d'autres choses être intégrées ou d'autres choses être exclues. Mais nous avons pris ce principe, ce cadre, nous l'avons appliqué à un des documents d'orientation produits par les CDC. Et ce document
était sur les groupes prioritaires pour la vaccination. C'était en temps de crise. Nous avons pris ce document. À la fin de 2020, il y avait un état d'urgence très intense. En fait, c'était pas aussi intense que février-mars 2020, mais c'est vrai que la situation évoluait très rapidement. Et il n'y avait pas un aperçu panoramique systématique de tous les éléments qu'on aurait pu prendre peut-être en compte dans une situation ralentie, mais c'est ce que cette analyse a trouvé, que le rapport technique en question était très attaché au processus pour établir des fondations en cadre commun pour le déploiement des vaccins sécurs et efficaces dans l'Union européenne, l'espace économique et mais ça devrait rendre explicite les choix moraux, de ne pas les rendre explicites et de causer manquer pour créer plus de transparence et ensuite plus de confiance. Donc c'est justement ce procédé que nous avons utilisé de façon implicite. Ceci étant dit, mon collègue a également dit comment avons-nous pris en compte l'autonomie, la solidarité et la réciprocité. C'était ça le résumé. Donc, nous pouvons dire que les cas éthiques de l'ECDC, environ 7 sur 10, auraient pu faire mieux, mais ce n'était pas trop mal. Prochaine diapo. Voici un document qui a été produit pendant très longtemps, en temps de paix, depuis quelques années, qui a été publié très récemment sur la prévention et le contrôle des maladies infectieuses chez les consommateurs de drogues injectables. C'était publié en octobre 2023. Ici, vous voyez les considérations générales prises en compte lorsque nous planifions et mettons en œuvre les interventions afin de maximiser l'impact sur la santé publique. Vous voyez les questions de ressources, d'épidémiologie sur la gauche. Vous avez également sur la droite les facteurs socio-culturels, physiques, comportementaux et les considérations éthiques. Ils le disent de façon explicite avec des questions éthiques spécifiques, mais nous parlons d'éthique en général. Et ensuite, il y a les interventions, les ressources et l'impact sur la santé publique. Je souhaite prendre 2 citations de ce document car ceci nous aide pour voir comment cela fonctionne d'un point de vue ECDC, de la perspective de nombreux pays. La réalité de la mise en œuvre est inévitablement complexe car les pays diffèrent en ce qui concerne leurs politiques existantes, leur capacité en matière de ressources financières et humaines, l'infrastructure de leur système de santé publique et de santé, leur contexte épidémiologique, ainsi qu'en ce qui concerne les facteurs sociaux, culturels, physiques, comportementaux et cadres éthiques. Donc, ceci fait référence aux différentes capacités, aux infrastructures différentes, mais en termes de valeur également. La deuxième citation qui est très importante, nous parlons des principes de Mandela. Concernant Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, ce sont des principes onusiennes. Ici, nous avons cité une considération éthique particulière et le principe d'équivalence des soins entre le milieu carcéral et le milieu communautaire. Les lignes directrices approuvent ce principe et la plupart des interventions recommandées dans ces lignes directrices peuvent être dispensées au milieu carcéral. Puisque nous parlons donc de personnes qui injectent de drogue, bien sûr, il y aura des personnes qui seront en prison aussi. Donc, le principe de l'équivalence des soins est une considération éthique que nous avons prise en compte ici. Donc, ce qui se passe dans la communauté devrait également être mis en place pour les personnes incarcérées. Cette dernière partie parle des défis spécifiques auxquels nous faisons face. J'en ai déjà parlé un petit peu. Les interprétations externes des directives, c'est vraiment un grand défi. Je donnerai juste un exemple spécifique. Pendant la vague Omicron de la pandémie, nous avons produit d'autres directives pour l'Union européenne en général, dans le sens où nous produisons des matériaux pour tous les pays, donc il faut que ce soit assez générique. Mais vous vous souviendrez peut-être, mais pendant la pandémie Omicron, cette vague est passée en Europe, en différents pays différents, à des moments différents. Et donc, nous avons produit ce document à un moment spécifique où la réalité épidémiologique était très différente dans certains pays. Donc, certaines personnes nous disaient
que ceci ne sert plus à rien, c'est trop tard, et d'autres disaient merci beaucoup, on va appliquer ce que vous dites. Et donc ces variations épidémiologiques ont eu un impact sur la prise en compte de ce document. Parallèlement, le système de valeurs est différent également dans chaque pays, ce qui a un impact sur comment ces directives sont acceptées ou non. Les principes de Mandela, encore une fois, sont un bon exemple car en milieu carcéral, la situation est très différente dans certains pays dans le sens où il y a une expression pour dire que vous pouvez juger un pays sur la base de comment ce pays gère les personnes en prison et les personnes ont des perspectives différentes. Est-ce plutôt pour la réhabilitation ou pour punir? Et donc, ces valeurs seront reflétées de façon différente dans ces pays-là. Nous avons également une question interne, car nous sommes une agence internationale et donc nous avons des personnes d'États membres différents. Donc les gens viennent de disciplines différentes, mais également de cultures différentes. Donc les normes existantes dans certains pays en termes de l'éthique ne seront pas reflétées de la même façon dans d'autres pays. Vous avez une hétérogénéité éthique. Et comment s'assurer donc que un système qui est produit par une équipe qui a une approche éthique unique et une approche éthique culturelle différente. Comment faire en sorte que ce soit cohérent en interne? Il y a deux choses. Nous avons un processus d'approbation interne pour tous les extrants, plusieurs niveaux d'examen pour tous les documents qui seront publiés. Ceci assure une cohérence scientifique et politique, mais ceci garantit également une démarche éthique acceptable. C'est d'une importance cruciale, mais ceci peut créer des goulots d'étranglement dans la production des résultats ensuite. Nous avons également une consultation externe pour les principaux résultats. Nous avons d'autres agences de l'Union européenne, la Commission à Bruxelles, nous avons le forum consultatif de l'ECDC, qui nous donne un mécanisme très important qui est représenté par tous les États membres, qui nous donne donc un mécanisme très important pour assurer que les États membres sont contents du résultat. C'est très important, surtout pour les populations vulnérables. Nous avons également un nouveau mandat cette année. Nous travaillons vers une autre approche plus basée sur l'intervention. Avant, on était plutôt surveillance, mais maintenant, nous avons plus d'intervention. Ceci a des impacts éthiques. Nous construisons une communauté de pratique en prévention à partir de 2024 axée sur les sciences comportementales et sociales pour la prévention des maladies transmissibles, ce qui ouvre la voie à des questions éthiques à laquelle il faut réfléchir. Par exemple, comment approcher les populations vulnérables. Également pour que vous sachiez avec qui allons-nous nous engager. Traditionnellement, ce sont les autorités nationales et les organes compétents, mais ce mandat modifié aura également les autorités régionales et nous allons également nous engager avec les institutions de recherche, les universités et la société civile et des organisations communautaires. Nous allons donc créer un milieu très différent pour l'échange de bonnes pratiques et des opportunités de pouvoir tirer des leçons chacun des autres. Nous menons également des recherches dans plusieurs pays. En interne, on n'a pas de comité éthique pour donner une autorisation pour des études internationales. Et donc, si nous faisons une étude, nous devons avoir une approbation éthique spécifique pour permettre à l'étude d'être menée. Et vous vous imaginez, si vous avez 4, 6 ou 10 pays, ce n'est pas forcément très efficace. C'est un procédé très lent qui peut faire obstacle à ces approches. Et donc, nous essayons de trouver une façon plus fluide de procéder, que ce soit plus simple pour avoir le bon procédé éthique en place, que nous avons le bon cadre, mais de façon plus rapide. Et pour
terminer, je pense qu'il faut également refléter et tirer des leçons de la pandémie. Il faut s'assurer que ces choses-là soient mises en place. Il y a vraiment une obligation, après tant de souffrance, de vraiment institutionnaliser les leçons tirées de cette pandémie. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de mener une série d'examens avec les États membres, par exemple, les leçons tirées des établissements de soins de longue durée en relation avec les fermetures d'école également. Ceci est déjà en cours. Nous effectuons également des visites dans tous les pays, les 30 pays de l'Union européenne au cours des 3 prochaines années. Un grand travail pour examiner les plans de préparation à une pandémie et d'autres domaines, pour essayer d'évaluer les leçons à tirer, de mettre en place, qu'elles soient bien mises en place dans les pratiques institutionnelles, car on ne souhaite pas, et ça je l'ai entendu lors d'une autre conférence, et c'était vraiment très pertinent. L'orateur a dit une leçon tirée de la pandémie, c'est que nous ne tirons pas de leçons, justement, et il faut s'assurer que ceci n'ait plus lieu à l'avenir. Très brièvement, les conclusions, je pense que d'un point de vue de l'ECDC, il est clair que les valeurs varient selon les contextes, ce qui a un impact sur l'interprétation des principes éthiques et donc potentiellement sur la manière dont les différents États membres interprètent les orientations. Nous essayons d'avoir des orientations techniques de sorte que les États membres puissent les mettre en place. Nous n'avons pas de processus formalisé pour l'examen éthique, mais nous avons des autorisations scientifiques qui s'assurent que tous les principes éthiques soient pris en compte. Nous avons le nouveau mandat également qui soulèvera une nouvelle série de défis éthiques pour l'agence. Nous en sommes conscients et nous allons travailler pour aborder ces nouveaux défis. Et puis, il faut également vraiment tirer les leçons de la pandémie. C'est un impératif éthique. Merci beaucoup. C'était tout ce que j'avais à dire.